Je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, pourquoi et comment. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous aurons l'occasion de vous présenter ce qu'est l'entrepreneuriat social et de vous partager des premiers conseils pour se lancer. Donc, je me présente, je m'appelle Pauline Si et je suis chargée de mission au sein du pôle création à la Vise. Alors, avant de vous présenter le déroulé du webinaire, quelques informations concernant les fonctionnalités de communication qui sont à votre disposition. Donc, vous avez d'une part un chat pour discuter, partager vos commentaires, informations ou ressources. Et d'autre part, vous avez un module de questions-réponses si vous souhaitez adresser des questions aux intervenants et intervenantes en direct. Donc, pour information, il y aura un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin des interventions. Mais il est possible qu'au fil des présentations, on vous réponde directement aux questions posées dans le module de questions-réponses. Donc je vous invite à bien faire la distinction entre les 2 modalités, d'une part le chat et d'autre part le module de questions-réponses. Donc voici le programme qu'on vous propose pour l'heure qui suit. Donc je laisserai d'abord ma collègue Louise de Rochechouart, responsable du pôle de création, introduire le webinaire et vous présenter la Vise. Ensuite, je vous proposerai un décryptage des grands principes de l'ESS et de l'entrepreneuriat social. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir Isabelle Brali, fondatrice et directrice de Codico Valence, et Mathis Lopez, chargée d'accompagnement au sein de Ronalpia, qui nous partageront des retours d'expérience de ce que signifie monter un projet dans l'ESS, l'intérêt de se faire accompagner, et vous donneront quelques conseils sur les premiers pas dans l'entrepreneuriat social. Enfin, un temps de questions-réponses est prévu à la fin. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à poser toutes vos questions dans le module de questions-réponses et on pourra prendre le temps de répondre aux questions qui n'auront pas été traitées au cours du webinaire. Donc je vais maintenant laisser la parole à Louise de Rochechouart pour introduire le webinaire et vous parler de la Vise. Merci beaucoup Pauline. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais être assez rapide. L'idée, c'était de vous présenter donc la Vise parce qu'en fait, au-delà de ce webinaire, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui pourront vous être utiles dans la création et puis plus tard peut-être dans le développement de votre projet. Alors donc nous, la Vise, on est une association d'intérêt général qui a été créée il y a 20 ans et qui a pour mission d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en France et en Europe. Et donc, en fait, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup d'actions, envers, tous les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire et aussi auprès, des accompagnateurs. Et concrètement, nos missions, c'est les 4 petits, schémas que vous voyez en bas de cette diapositive. On a une fonction, en fait, d'outiller, les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc très concrètement, en fait, on anime le Centre national de ressources sur l'économie sociale et solidaire, qui est, en fait, notre site avis.org. Pauline vous présentera après, les principales ressources, là, justement, sur cette phase de création. Mais en tout cas, il y a plein d'articles pour vous aider, justement, à comprendre ce qu'est l'ESS, comment créer ou développer son projet. Il y a des appels à projets aussi, on fait une veille dessus. Donc voilà, il y a plein d'outils qui sont disponibles gratuitement sur notre site. On a un deuxième métier ensuite qui est celui d'animer les accompagnateurs de l'ESS. Donc pareil, Pauline vous présentera notamment la communauté émergence et accélération qui rassemble les 130 incubateurs de l'ESS. Nous, l'idée du coup à la vie, c'est que nous, on anime ces acteurs pour que justement, ils soient en meilleure capacité de vous accompagner dans la création et le développement de votre projet. Et au total, du coup, je vous ai parlé des incubateurs où ils sont 130, mais au total, c'est 600 accompagnateurs dédiés à l'ESS qu'on anime à la vie. On a un troisième métier qui est celui d'accompagner nous-mêmes des porteurs de projets. Alors, pas sur la phase de création, mais plutôt sur des phases de changement d'échelle. On porte par exemple le programme PINS avec la Fondation Massif depuis 10 ans, qui accompagne chaque année une dizaine de projets, justement dans leur projet de développement, d'essaimage sur de nouveaux territoires. Et notre quatrième métier, c'est celui de financeur, puisqu'on est du coup organisme intermédiaire du Fonds social européen Plus. Et donc, ça nous permet chaque année du coup de pouvoir financer des projets alors d'envergure nationaux, pour le coup, dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'était un petit panorama pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on fait, nous, à la Vise. Et donc voilà, vous dire que vraiment, on est à disposition aussi pour aider les porteurs de projets dans un peu toutes leurs phases de développement. Et peut-être sur la suite, voilà, pour préciser un petit peu les sujets sur lesquels on travaille. Excusez-moi.
Là, vous avez du coup une spirale qu'on a créée qui justement explique un peu les différentes étapes de la vie d'un projet et qui peut l'accompagner à quelles étapes. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la phase de création. Donc en fait, c'est les numéros 1 à 5. Donc là, c'est les fameux incubateurs de l'ESS qu'on anime. Et dans lequel, du coup, face à cette phase de création, vraiment dans notre site Avis.org, vous aurez une partie dédiée sur, si je dis pas de bêtises, c'est développer mon activité à la phase de création. Et puis, on a du coup plus tard des accompagnateurs qui, pour le coup, pourront par la suite vous accompagner de façon spécifique sur la consolidation de votre projet, une fois que vraiment vous avez créé vos statuts. Et puis, encore plus tard, dans vraiment la phase de développement et de changement d'échelle. Voilà pour un panorama un petit peu rapide et assez complet de ce qu'on fait à la Vise. Et je repasse du coup la parole à Pauline pour décrypter un petit peu plus l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social. Merci beaucoup, Louise, pour cette introduction. Du coup, avant de commencer, je vous propose un petit sondage pour savoir qui vous êtes. Donc, je vais lancer un sondage avec 3 questions pour savoir à la fois qui êtes-vous, quelles sont vos connaissances de l'ESS et si vous souhaitez ou non créer un projet. Donc, vous allez avoir apparaître une petite fenêtre avec les 3 questions. Alors, un instant, hop. Ok, donc là, normalement, vous avez une petite fenêtre qui est affichée, donc un faisons connaissance avec les 3 questions que je viens de poser. Donc l'idée, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur vous, sur les participants et participantes de ce webinaire. Donc je vous donne quelques minutes pour y répondre. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de porteurs de projets, salariés bénévoles de structures. On peut voir que l'ESS est un sujet globalement assez nouveau, euh, avec quand même une partie qui a quelques notions, qui connaît assez bien le sujet, et quand même pas mal de participants, participantes qui se posent la question de se lancer. Donc certains pour lesquels c'est en cours, d'autres qui y pensent. Euh, je vous laisse encore une minute et puis je vais clôturer le sondage. Donc quand même, globalement, pas mal de porteurs de projets, hein, 39% de porteurs de projets. Allez, je mets fin au sondage. Hop, je vais vous partager les résultats, comme ça vous aurez une petite idée de qui est présente aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, on a pas mal de porteurs de projets, de salariés ou bénévoles de structures. On peut voir que l'ESS est un sujet plutôt nouveau ou alors que vous connaissez assez bien. Et enfin, on a donc des participants, participantes qui pensent sérieusement à se lancer, avec quand même 70% de participants qui pensent à créer un projet. Donc, c'est super. On est ravis d'être là aujourd'hui pour vous apporter quelques informations sur les premières étapes. Donc, je vais arrêter le partage. Hop. Et donc, je vous propose maintenant de passer au temps de décryptage de ce que c'est l'ESS. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que sur le site de l'Avis, donc avis.org, vous pourrez retrouver un ensemble de ressources très utiles. Notamment, donc Louise en parlait tout à l'heure, vu qu'on est Centre national de ressources sur l'ESS et l'innovation sociale, on a un certain nombre de ressources pour s'informer et découvrir le sujet de l'ESS, avec une rubrique en particulier Développer mon activité, où vous pourrez retrouver tout un ensemble d'outils et de méthodes pour créer sa structure. Donc, vous pouvez le voir sur la slide qui s'affiche, créer ma structure. J'en profite pour vous partager d'ailleurs que nous avons récemment publié une nouvelle version de notre site qui propose des entrées par public. Donc voilà, selon si vous êtes une entreprise, un accompagnateur, un financeur, un acteur public ou un citoyen. Vous retrouvez également de nombreux contenus pédagogiques, un annuaire des acteurs et des dispositifs de l'ESS, des cartographies. Je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Et pour la petite information, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter mensuelle Entreprendre autrement pour être informé des actualités, des événements sur le sujet.
De manière un peu plus précise, si vous vous rendez au sein de la rubrique «Créer ma structure» sur notre site, vous pourrez retrouver, un certain nombre de ressources sur les premières étapes à suivre, dans le processus de création d'une entreprise sociale. Donc voilà, toutes les questions à se poser, hem et les différentes étapes, depuis, l'identification du besoin, la gouvernance, le modèle juridique, et cetera et parmi les ressources clés que nous avons produits, vous pourrez aussi télécharger, donc nous avons 2 guides clés. Un premier qui, porte sur, se lancer dans l'entrepreneuriat social, qui a été réalisé à partir de retours d'expérience de porteurs de projets et d'accompagnateurs, avec, plein de conseils, de bonnes pratiques et d'exercices, pratiques. Et puis vous avez un autre guide, pour choisir la forme juridique la plus adaptée à votre projet. Donc ces guides sont gratuits, en open source, et disponibles au téléchargement sur notre site. Vous aurez le lien dans la discussion et puis sur la présentation qui sera transmise, par la suite. Nous avons aussi des cartographies, voilà, selon les besoins que l'on peut avoir, si c'est un besoin de se faire accompagner, on a produit 2 cartographies pour identifier les accompagnateurs, à la création de projets ESS, selon son territoire et selon le stade, d'avancement de son projet. Et si c'est un besoin de se faire financer, on vous propose aussi une cartographie pour se repérer parmi les dispositifs de financement dédiés à l'ESS. Donc voilà, du coup, ça c'était un peu pour faire un petit panorama des ressources à disposition sur notre site. Je vous propose de maintenant passer au sujet qui nous intéresse ici, donc l'économie sociale et solidaire, et de vous donner quelques repères pour mieux comprendre de quoi il s'agit, quels sont ses grands principes et la place qu'elle occupe dans le monde économique actuel. Alors, pour commencer, quelques repères historiques pour rappeler que ce n'est pas une économie qui date d'hier. Il faut remonter au XIXe siècle, où on observe l'économie sociale qui s'organise face aux dégâts engendrés par la révolution industrielle, avec la naissance des sociétés de secours mutuels, qui seront les futures mutuelles, des coopératives de crédit mutuel, de production, de consommateurs, et des premières coopératives agricoles. Ensuite, en 1901, une loi établit la liberté d'association, donc c'est la célèbre loi 1901, qui marque le début du développement associatif. Donc celui-ci prend un nouveau essor après la libération de 1945, notamment dans différents secteurs, les secteurs de la jeunesse, de la protection de l'enfance, du sport, de la culture et de l'éducation populaire. Dans les années 70-80, l'économie solidaire voit le jour, notamment à travers le développement de l'insertion par l'activité économique pour lutter contre les effets du chômage et de l'exclusion. Elle prend place dans des activités qui sont peu prisées du secteur privé dit classique, comme les services de proximité, le tri, le recyclage, la gestion des espaces verts ou encore la logistique. Et puis dans les années 2000, on observe de nouvelles dynamiques, entrepreneuriales qui émergent pour répondre aux besoins sociaux sont plutôt non ou mal satisfaits par les services publics. Donc on observe à ce moment-là une politique publique de l'ESS qui se développe et ce qui favorisera l'émergence de fonds dédiés et de dispositifs d'appui, tels que les incubateurs d'innovation sociale, dont on parlera tout à l'heure, ou le dispositif local d'accompagnement, le DLA, dont la VIS est l'opérateur national depuis 2002. Donc là, on peut voir qu'à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre d'organisations et de réseaux, comme la VIS et le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui sont créés pour encourager le développement des entreprises sociales. Enfin, pour finir, on a la loi 2014, dite loi Hamon, qui reconnaît officiellement l'ESS comme un ensemble réunissant à la fois l'économie sociale, l'économie solidaire et l'entrepreneuriat social. Donc son objectif, de cette, loi cadre, c'est de rassembler sous une même bannière, toutes ces structures. Donc les associations de loi 1901, les structures d'insertion par l'activité économique, l'entrepreneuriat social, pour être plus visible, pouvoir faire du plaidoyer et avoir plus de poids dans l'économie dite classique. Donc avant d'aller plus loin sur les principes de l'ESS, je me permets un petit point de vocabulaire, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je précise ici et j'en reparlerai un peu plus tard que quand on parle d'entreprise ESS, on parle bien de projet d'entreprendre, quel que soit le statut juridique. Donc ça implique aussi bien des associations, des coopératives, des entreprises. Donc cette loi ESS 2014, qui a été très structurante, elle définit l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Hem et donc, il y a 3 conditions cumulatives pour se retrouver,
dans l'ESS. D'une part, il y a cette idée de poursuite d'une utilité sociale et environnementale. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet, sa raison d'être. Elle peut s'inscrire dans différents domaines, la lutte contre la précarité, l'éducation, l'environnement, etc. Ensuite, un principe de gouvernance démocratique qui peut prendre des formes très variées, notamment selon la forme juridique de la structure qui sera créée. Dans le mouvement coopératif, par exemple, on applique le principe une personne égale une voix, mais il existe diverses formes. L'idée, c'est surtout de créer des instances de décision ou d'information où on retrouvera des salariés. Ensuite, on a un principe de lucrativité limitée, c'est-à-dire que la rentabilité doit être mise au service de la finalité sociale. Donc ici, l'idée, c'est de dire que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre l'utilité sociale. Donc ça peut prendre différentes formes, par exemple, encadrer l'échelle des salaires, avoir un processus de décision sur lequel la propriété du capital n'influe pas, avoir une rémunération du capital limitée, réinvestir les bénéfices dans le projet social, etc. Donc ça, c'est vraiment les 3 principes clés de la loi 2014 et on tient à insister qu'il est également important d'avoir un modèle économique viable pour assurer cette mission sociale. Sur ce modèle économique, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont souvent hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont mixer à la fois des subventions publiques, des subventions privées et de la vente de biens ou de services. Concernant les formes juridiques, j'en parlais tout à l'heure, celles-ci vont s'adapter au projet, et font varier les modalités de gouvernance et de fonctionnement des structures. Donc depuis 2014, l'ESS compte 5 grandes familles de statuts. Nous avons la famille des coopératives, la famille des associations, qui représentent aujourd'hui la majorité des entreprises ESS en France. Nous avons les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales, avec une petite précision là-dessus. Les sociétés commerciales peuvent faire partie de l'ESS sous réserve qu'elles respectent les 3 principes de l'ESS dont je parlais tout à l'heure, hem et puis des principes de gestion complémentaires pour encadrer la lucrativité. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin sur la question de l'utilité sociale, qui est vraiment au cœur de tout projet de l'ESS et pour laquelle il est vraiment très important de dédier du temps avant de se lancer. Donc toujours selon la loi 2014, sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l'objet social satisfait au moins 3 objectifs que je vais vous citer. Excusez-moi. D'une part, si l'entreprise apporte à travers son activité un soutien à des personnes en situation de fragilité. Donc ça peut être une fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle, par exemple de leur état de santé, ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou socio-médical. Et ces personnes peuvent être à la fois des salariés, ou bien des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise. Un deuxième objectif de recherche d'utilité sociale consiste à contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, notamment par l'éducation populaire. Et enfin, pour finir, un troisième objectif peut être pour l'entreprise de concourir au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que l'utilité sociale n'est pas un secteur d'activité, mais qu'elle peut se retrouver dans de nombreux champs, comme par exemple ce que vous pouvez voir sur la slide. Ça peut être aussi bien une épicerie solidaire que un atelier d'insertion dans la menuiserie, un atelier de théâtre, un projet d'accès aux soins, etc. Donc en pratique, il existe 3 manières, pour une entreprise d'être sociale. Elle peut l'être par ses clients ou ses bénéficiaires, donc ça veut dire qu'elle va s'adresser à une clientèle qui n'a pas accès au marché traditionnel. Elle peut l'être par ses salariés, donc son impact social peut venir de la manière dont elle va recruter et former ses salariés. Et elle peut l'être par sa production, c'est-à-dire que la mission de l'entreprise va être, d'induire un impact social dans sa méthode de production. Par exemple, de proposer un juste revenu pour des producteurs, valoriser un patrimoine, etc. Pour finir, vous retrouvez ici quelques chiffres clés pour vous donner une idée du poids de l'ESS dans le monde économique. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que l'ESS représente tout de même près de 165 000 entreprises, donc soit 14 de l'emploi privé salarié et donc 10,5 du PIB.
Et donc, je le disais tout à l'heure, l'ESS, elle se retrouve vraiment dans tous les secteurs de l'économie, à la santé, l'habitat, le logement, le médico-social, l'agriculture, etc. Vous pourrez retrouver plein d'exemples sur notre site, à la fois pour vous inspirer ou pour retrouver des projets qui ont été lancés selon les secteurs d'activité qui pourraient vous intéresser. Passons maintenant à l'accompagnement de projets. Donc l'idée, c'est de savoir que lorsqu'on développe un projet de l'ESS, il est très important de ne pas rester seul et qu'il est possible de se faire accompagner par un acteur spécialisé. Donc ici, je vais vous présenter quelques ressources pour mieux vous repérer dans l'écosystème de l'accompagnement. Et puis, on passera au témoignage croisé entre un porteur de projet et un accompagnateur pour donner un peu de matière à ce que je vais vous présenter. Alors, déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir, une petite donnée intéressante, c'est qu'en France, 50 des entreprises nouvelles disparaissent au cours de leurs 5 premières années, alors que seuls 34 des entreprises accompagnées disparaissent à ce stade. Donc on voit vraiment l'intérêt ici de se faire accompagner par une structure spécialisée. Donc là, je vais vous présenter un peu les grandes raisons pour lesquelles il est intéressant de se faire accompagner. Alors pour commencer, déjà pour prioriser ses actions, avoir un regard critique sur le développement de son projet et la pertinence des actions qui seront mises en place. Ensuite, pour structurer son projet, prendre du recul, avoir un accompagnement dans la réflexion stratégique et puis faire appel à des spécialistes, par exemple des comptables, des juristes, des experts dans la levée de fonds, etc. Pour surmonter des périodes de doute, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à des montagnes russes, qu'à une ligne toute droite. Donc voilà, l'accompagnateur peut offrir, un soutien moral notamment, lors des coups durs. Pour construire son modèle économique, comme je le disais tout à l'heure, assurer un modèle économique, viable, permet d'assurer la pérennité de l'entreprise dans le temps. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle économique d'une entreprise sociale est souvent plus complexe que celui d'une entreprise dite classique. Et donc là, l'aide d'un professionnel qui aura une connaissance fine de ces modèles hybrides et des dispositifs de financement, dédiés, c'est un vrai atout. Et puis pour développer son réseau, voilà, parce que les accompagnements se font souvent de manière collective, donc c'est l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et puis les accompagnateurs peuvent faciliter la mise en relation avec, des partenaires privés publics, spécifiques. Ensuite vient la question de par qui se faire accompagner? On distingue, 2 grandes familles dans l'accompagnement, des accompagnateurs dits plutôt généralistes ou des spécialistes, qui vont avoir une spécialité sur l'ESS. En tant que créateur d'entreprise ou porteur de projet, sachez qu'il est possible de se faire accompagner par différents dispositifs, donc aussi bien des dispositifs classiques type, chambre de commerce et d'industrie, les BGE, réseau Entreprendre, donc ils sont ouverts à tout créateur d'entreprise de l'ESS. Mais ce qu'il est aussi intéressant de savoir, c'est qu'il existe des acteurs spécialisés qui auront l'avantage de connaître la particularité des modèles économiques, des modèles juridiques et de gouvernance, liés au projet de l'ESS. Donc, par exemple, pour illustrer mon propos, si, je souhaite ouvrir une structure d'insertion par l'activité économique, je vais recruter des personnes qui seront plutôt éloignées de l'emploi, qui vont sûrement demander plus d'encadrement, donc avec un accompagnement professionnel, mais aussi un accompagnement sur des problématiques sociales. Et donc, en termes d'organisation RH, ce ne sera pas la même chose. Et donc, en France, il existe de nombreux acteurs de l'accompagnement à l'émergence et l'accélération de l'ESS, qui permettent de répondre au mieux aux besoins de l'entrepreneur selon la maturité de son projet. Je vous présenterai un peu plus dans le détail tout à l'heure, ces acteurs-là. Et parce qu'on a notamment produit des cartographies, un annuaire d'acteurs pour vraiment présenter qui c'est qui fait quoi, qui accompagne quoi, selon le stade d'avancement du projet. Et enfin, la dernière question à se poser, c'est comment choisir son programme d'accompagnement? Donc là, il est vraiment important de se poser la question du temps que l'on peut mettre à disposition pour développer son projet. Est-ce qu'on est encore en emploi? Est-ce qu'on a du temps, dédié? Ça va vraiment jouer sur le type de programme qu'on va choisir. Selon les thématiques aussi du projet qu'on souhaite, développer, certains accompagnements peuvent être généralistes et d'autres peuvent être liés à un secteur d'activité ou à un type de public. Et puis, c'est aussi se poser la question du contenu du programme, les modalités de sélection et puis, si le programme, a un coût. Donc voilà, ici, vous retrouvez une cartographie des acteurs de l'accompagnement à la création de projets, répartis par région.
Sachez pour la précision que ce sont des structures qui proposent un accompagnement gratuit ou quasi gratuit pour les bénéficiaires, car il est financé par un tiers, donc un partenaire privé ou public, avec cette idée de rendre l'entrepreneuriat social accessible. Donc, je ne vais pas forcément aller dans le détail de cette cartographie, je vous laisserai en prendre connaissance. Mais ce que je peux préciser, c'est que on aura certains acteurs qui vont proposer des programmes dédiés sur l'ensemble de la chaîne d'accompagnement, donc selon si on est au stade d'idée, du projet, de la consolidation, voire même du changement d'échelle, quand d'autres vont se mailler ou se compléter entre elles sur un territoire pour que le porteur de projet soit accompagné sur l'ensemble de son projet. Et puis pour finir, donc j'en parlais tout à l'heure, on a aussi créé un annuaire avec beaucoup plus de détails sur les services qui sont proposés, les types de projets accompagnés, les secteurs particuliers sur lesquels ils ont développé une expertise. Voilà, donc toutes ces ressources et outils sont disponibles en libre accès sur notre site web. Voilà, donc mon intervention est maintenant terminée. Je vais prendre un petit temps pour savoir s'il y a des questions à ce stade. Donc je vais en profiter pour passer la parole à Louise qui a eu le temps de regarder dans le module questions-réponses s'il y a eu des questions ou des besoins de clarification. Écoute, Pauline, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc c'est sans doute que c'était très clair. J'en profite quand même juste pour rebondir sur une question qui a été posée pour repréciser que donc nous, la VIS, on est vraiment donc une association, on est 25, hein, on n'est pas non plus énorme et on produit du coup des outils généralistes sur le SS et justement un peu des cartographies vraiment à niveau national. Donc, c'est vraiment des bonnes premières clés justement pour vous lancer dans vos projets ou pour rentrer également aussi par secteur d'activité. On a des dossiers thématiques et sectoriels. Et après, une fois que vous êtes un petit peu acculturé avec ces éléments-là, sur votre territoire, il y a un interlocuteur clé qui existe dans chaque région, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui pour le coup, du coup, a une connaissance beaucoup plus fine de ce qui se passe dans votre région, dans votre département, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est deux acteurs qui sont vraiment complémentaires et on travaille en étroite relation justement pour pas faire doublon. Mais voilà, du coup, après ce webinaire, vous avez toutes les ressources dont Pauline vous a parlé. Et après, à niveau plus local, n'hésitez pas à contacter du coup la CRES dans le jargon, donc Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Super, merci beaucoup Louise pour cette précision. Et bien maintenant, place au témoignage croisé. Donc, je vous propose un premier témoignage de Isabelle Brali, qui est fondatrice et directrice de Codico Valence. Isabelle, je t'invite à intervenir, rallumer ta caméra si elle est éteinte et je te laisse présenter. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, effectivement, je suis Isabelle Brali. J'ai vécu ce parcours, tout ce qu'on vient d'entendre, qui a été très bien expliqué, puisque j'ai porté le projet d'implanter l'association Codico sur Valence. Donc, je vais vous redire rapidement un peu mon cheminement. Euh, Comment tout a commencé? Donc, j'étais en emploi, je travaillais auprès de personnes, notamment personnes réfugiées, qui intervenaient dans mon équipe comme bénévoles. Et je fais rapidement le constat en échangeant avec eux de grandes difficultés d'insertion professionnelle liées à différents freins, difficultés d'apprentissage du français, bien sûr, méconnaissance des codes socio-professionnels en France, méconnaissance du monde du travail, aucun réseau, là où on sait qu'aujourd'hui en France, plus de 50% des personnes qui trouvent un emploi le trouvent grâce à leur réseau, perte de confiance. Bon, je m'interroge là-dessus. Moi, je vois des personnes bénévoles motivées avec de belles expériences dans leur pays d'origine et je commence à me renseigner pour savoir, au-delà des structures de droit commun qui sont bien présentes et actives sur le territoire, comment orienter ces personnes. Donc, pour ça, avant toute chose, et c'est très important de le faire, j'ai pris le temps d'identifier, de qualifier, d'explorer le territoire. Donc là, je vous ai mis une image un peu rapide, mais voilà, de me dire par rapport aux différents publics, les jeunes réfugiés, les adultes réfugiés, sur l'insertion professionnelle, sur l'insertion sociale, qui est présent sur le territoire? Est-ce que j'ai bien identifié tous les acteurs? Et je pense que c'est vraiment important de faire ce travail-là avant de se lancer pour éviter en cours de route de se dire, ah bah, j'avais pas identifié tout le monde et en fait, quelqu'un est présent, c'est peut-être juste une histoire de communication. Donc moi, rapidement, avec ce schéma, je vois que sur l'insertion professionnelle et notamment le public adulte, on a un vrai manque.
il y a une structure qui est présente et qui est très identifiée, très dynamique sur le territoire, mais qui est également assez occupée sur de l'accompagnement global, l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès au logement, et qui me dit effectivement qu'une autre structure pourrait être la bienvenue sur le territoire pour compléter l'action déjà en place. Donc, je me mets à la recherche d'une idée vraiment portée par l'envie de travailler dans ce domaine-là. Et je crois que dans mon témoignage, c'est vraiment important de comprendre que si vous avez un projet, quel qu'il soit, il faut qu'il vous porte parce qu'il va falloir de l'énergie derrière pour déployer ça. Et parce que ça fait aussi partie de ce monde de l'ESS, en fait. Donc, voilà, j'ai été sur les réseaux par mots-clés. J'ai rencontré une association, Codico, que j'ai contactée en disant, votre modèle me plaît. Ce que vous proposez pour aider à cette insertion professionnelle des personnes réfugiées me paraît correspondre aussi à l'image que j'ai de mon territoire et je pense on peut travailler ensemble. Et Codico avait déjà réfléchi en fait à un programme d'essaimage pendant longtemps. Ils ont été accompagnés là-dessus pour voir si quelqu'un se proposait, comment l'accompagner, comment le former, quel modèle choisir justement dans l'essaimage de leur structure. Et donc, ils me proposent de porter ce projet et également me parle très rapidement de Ronalpia en me disant ça serait bien de répondre à l'appel à projet implantation. Nous, on va t'accompagner sur le modèle. On a cette habitude-là, mais c'est important que tu sois accompagné sur ton territoire aussi et accompagné comme entrepreneuse. Donc, Codico, rapidement, c'est une association d'intérêt général qui accompagne donc les personnes réfugiées statutaires vers l'emploi avec un modèle de programme à la fois collectif sur l'apprentissage des codes sociaux professionnels en France, l'apprentissage des diplômes qui sont nécessaires pour faire tel ou tel emploi, des formations qui leur sont accessibles, mais également mise en relation directe avec le monde des entreprises dans le cadre de mécénat de compétences. Et donc, on a ce double accompagnement sur un apprentissage très théorique et sur de la pratique dans l'entreprise pour connaître ce monde-là, travailler la langue française et travailler son projet professionnel. Donc, ce projet me plaisait parce que il répond justement à tous ces piliers de l'ESS sur une association avec une gestion démocratique, l'utilité sociale collective qui me paraissait vraiment importante et qui me portait, une mixité des ressources, puisque Codico, globalement, c'est des fonds publics sur des appels à projets, des dotations de fondations très investies sur l'accompagnement du public réfugié, du mécénat financier avec les entreprises privées. Donc voilà, ça répondait à tout ça. Du coup, j'ai pu commencer l'accompagnement sur le modèle, les étapes fondamentales à suivre, le développer Codico sur le territoire, commencer à en parler pour pouvoir embarquer les personnes avec moi, rencontrer les institutions. Et donc, en parallèle, j'ai eu la chance d'intégrer ce programme Ronalpia qui s'appelle Implantation. Donc, dans le petit escargot qu'on a vu tout à l'heure, on est plus sur la fin de l'escargot, puisque là, il s'agit d'un changement d'échelle pour une association, mais de m'accompagner, moi, dans mon modèle, dans la franchise sociale que je souhaitais créer, adaptée au territoire. Je recommande vraiment, vraiment d'être accompagné. On peut être porté par un projet, pour autant, on n'est pas entrepreneur social dans l'âme. Il y a 1000 choses à découvrir. Moi, ça m'a permis de me former, du coup, de bénéficier de nombreux contacts sur mon territoire aussi, puisque du coup, ces structures d'accompagnement telles que Ronalpia, elles sont voilà, implantées un peu de partout, elles connaissent beaucoup de monde, de comprendre l'écosystème, parce que c'est pas évident quand on arrive de comprendre quelles sont les différentes attributions des institutions, et puis de ne pas être seul, parce que quand on porte un projet sur un territoire, on est un peu seul au départ. Et donc là, voilà, j'avais à la fois la tête de réseau qui était très en contact avec moi et Ronalpia sur le terrain avec des ateliers très complets, de journées complètes sur l'engagement de ma communauté citoyenne, sur le modèle économique, les levées de fonds, la cartographie des partenaires, enfin voilà, tout ce qui est très important pour développer son projet. Et puis un groupe, et ça c'est sympathique de se retrouver à peu près une fois par mois
pour discuter de nos problèmes, pour discuter de solutions qu'on a mis en place et qui peuvent servir aux autres, partager nos questions. Donc vraiment, voilà, un double accompagnement nécessaire, à mon sens, pour pouvoir avancer. Et donc, bah, voilà, bilan, après une année, Codico Valence a vu le jour cet été, le 7 août 2023. J'ai pu rencontrer et j'ai le soutien de la DETS, de la Chambre de commerce, du département, de l'agglo, de la ville. C'est super, super important d'aller voir tout le monde. On ne porte pas ces projets tout seul. C'est important de s'inscrire dans une politique du territoire aussi. Les 4 entreprises qui se sont engagées aux côtés de l'association. Donc là encore, on voit les différentes modalités de financement des structures, des bénévoles qui rejoignent l'association et j'ai pu accueillir ma première promo de 10 participants le 16 novembre dernier. Et puis bientôt, c'est la rencontre entre les participants réfugiés, les salariés en entreprise le 12 décembre. Donc voilà, ça prend du temps, ça a pris une année. C'est important d'être accompagné, c'est important d'identifier les partenaires sur le territoire. C'est possible et vraiment, je vous encourage à venir sur le site de la ville pour trouver toutes ces ressources qui vont vous servir, trouver des structures sur vos territoires qui peuvent vous accompagner. Voilà, et je suis à votre disposition pour les questions en fin de webinaire. Merci beaucoup. Je te repasse la parole du coup, Pauline. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation qui permet de bien illustrer tout ce qui a été présenté. Eh bien, du coup, maintenant, je vais laisser la place à Mathis Lopez, qui est chargé d'accompagnement chez Ronalpia, qui va pouvoir vous présenter un peu plus dans le détail les activités d'un incubateur et donner un peu d'illustration et de miroir à ce que vient de présenter Isabelle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup à toutes pour ces présentations. Et ça fait chaud au cœur de voir Isabelle témoigner aujourd'hui. Et je suis très content de partager ce moment avec elle et avec vous. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathis Lopez et moi je suis chargé d'accompagnement en incubation et en implantation pour l'association Ronalpia. Et plus spécifiquement sur l'antenne dromoise de Ronalpia, donc je vous parle tout droit aujourd'hui de Valence. Donc pour un petit peu vous expliquer plus en détail ce que c'est Ronalpia. Donc Ronalpia, c'est une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général également et qui a fêté ses 10 ans cette année et qui se donne pour mission d'accompagner les entreprises sociales d'Auvergne-Rhône-Alpes à se développer et ce à différents stades d'avancement. Donc notre objectif, c'est vraiment de réunir les conditions afin que ces entreprises sociales elles se déploient et elles maximisent leur impact social sur le territoire. Donc cette notion de territoire, elle est vraiment très importante pour nous. On a vraiment à cœur d'accompagner les personnes au plus proche de leur territoire et ça, des métropoles en passant par les villes et jusqu'aux campagnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a différentes antennes, donc 9 antennes en tout, réparties en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a notre siège à Lyon. Moi, je vous parle de l'antenne de la Drôme. On a une antenne à Grenoble. Enfin, vous voyez sur la diapositive nos 9 antennes que nous avons aujourd'hui chez Ronalpia. Vous pouvez vous demander pourquoi nous ne sommes pas situés dans l'intégralité d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est parce qu'on a des homologues en Auvergne notamment qui s'appellent Coco Shaker et en Savoie et Haute-Savoie qui s'appellent Innoval. Et qui font à peu près la même chose que nous sur leur territoire. Notre mission, du coup, on la réalise à l'aide de différents programmes d'accompagnement qui sont tous gratuits, comme le disait Pauline tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 10 programmes d'accompagnement chez Ronalpia qui vont de la création au développement, mais aussi des programmes thématiques. Et donc, un petit peu pour résumer ce qu'est Ronalpia, on dit souvent qu'on est une association qui donne plus d'ampleur à l'innovation sociale pour répondre aux fragilités au plus proche des territoires. Donc maintenant, pour faire un petit panorama des accompagnements que nous proposons chez Ronalpia. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, Ronalpia, ce n'est pas qu'un incubateur. Durant 10 ans, l'asso, elle s'est développée et désormais, on accompagne les entreprises sociales à différents stades de développement. Donc, on a toujours notre programme phare, celui qu'on réalise depuis 10 ans maintenant sur toutes nos antennes. Donc, c'est notre programme à la création, le programme incubation, que je vais vous présenter plus en détail par la suite. Mais aussi, on a également d'autres programmes au développement. Donc, on accompagne, par exemple, comme disait Pauline tout à l'heure,
le changement d'échelle en ruralité, donc pour les entreprises sociales rurales qui questionnent notamment leur stratégie de développement. On a aussi le programme implantation dont Isabelle a parlé tout à l'heure. Donc, Isabelle a choisi d'intervenir aujourd'hui parce qu'en fait, l'implantation, c'est des entreprises sociales qui ont fait leurs preuves sur d'autres territoires et qui essaiment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais souvent, nous, chez Rhône-Alpien, on aime bien classer le programme implantation dans un programme à la création. Parce que si on prend le cas d'Isabelle, par exemple, elle a créé sa franchise sociale à Valence, dans la Drôme, avec les spécificités de l'écosystème local, en reprenant certes le modèle de Codico au national, mais vraiment en l'adaptant à la Drôme, au territoire, à son écosystème, et vraiment en fonction des besoins du territoire drômois. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de création, même pour un programme implantation. On a également mis en place des cycles courts qu'on dit anté-création. Donc, on a notamment un cycle Lance-toi. Donc, c'est une période de 4 jours pour vraiment valider son envie d'entreprendre au service de son territoire. Donc, on voyait tout à l'heure dans le sondage qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer. Donc, c'est vraiment un cycle de 4 jours qui est fait pour ça, pour vraiment valider son envie de se lancer dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat social. On met également en place des ateliers de 2 heures qui s'appellent les ateliers outils-toi pour échanger sur les projets et commencer à travailler sur des outils pour faire mûrir ces projets, justement. On a également des programmes thématiques, comme par exemple le programme Actis qu'on porte au national en partenariat avec l'association Possible sur le sujet de la réinsertion des personnes qui sont placées sous main de justice. On a également un programme spécifique sur l'économie circulaire, sur la métropole de Lyon et la métropole de Grenoble notamment, qui s'appelle Les Boucles. On a un programme d'accès au financement qu'on appelle PAF. On a un programme sur la mesure d'impact social coporté avec Entropia, qui s'appelle Size Up. Et on a beaucoup d'autres programmes que vous pouvez voir sur cette slide. Et on pourra en parler plus en détail par la suite si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de notre programme Incubation, le programme à la création. Donc, c'est un programme de 9 mois, donc pour les personnes qui veulent créer une entreprise sociale. Comme disait tout à l'heure Pauline, il y a une grosse brique collective dans ce programme, mais également une brique individuelle. Donc, ce programme, il est composé de, pour ce qui est du côté collectif, on a 17 journées de formation collective, animées soit par Rhône-Alpien en interne, soit par des formateurs ou formatrices experts ou experts du sujet, en groupe et en présentiel. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'acquérir des compétences sur la création d'une entreprise sociale et ses aspects. Chez Rhône-Alpia, c'est souvent le mardi, on se réunit en groupe avec la promo pour parler d'une thématique, que ce soit l'étude de marché, les statuts juridiques, le modèle éco, la stratégie de communication, des choses comme ça. À côté de ça, on a aussi une brique individuelle, donc de 30 heures, et au sein de cette brique individuelle, il y a différentes briques également. Donc, dans ces 30 heures d'accompagnement individuel, on a 18 heures d'accompagnement individuel stratégique qui sont mises en place avec une personne ressource du territoire qu'on va choisir avec le porteur de projet et nous, Rhône-Alpia, afin de, pendant les 9 mois, les aider à structurer ce projet avec cette personne qui est qui est intégrée dans l'écosystème ESS du territoire, qui connaît bien le territoire et qui va aider à muscler le projet et à le structurer. Il y a également 5 heures de coaching individuel avec un ou une coach certifiée qui sont disponibles pour muscler la posture entrepreneuriale de la personne. Donc, nous, en tant que chargé d'accompagnement, on n'a pas accès à ce coaching. C'est vraiment pour traiter des sujets plus personnels de la personne. On sait que c'est difficile de devenir chef d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour muscler un petit peu cette posture d'entrepreneur et traiter d'autres sujets un petit peu extérieurs à tout ça. Et enfin, il y a des permanences individuelles qui sont mises en place pour que nous, les chargés d'accompagnement de chaque antenne, on puisse un petit peu suivre les projets qu'on accompagne, discuter de comment la personne, elle se sent. C'est vraiment un espace d'échange entre nous. On discute sur les avancées thématiques à la suite des formations collectives. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels sont tes besoins en ce moment? Est-ce que tu as besoin d'un contact? En quoi on peut t'aider? C'est vraiment un espace d'échange avec le porteur de projet pour l'aider sur ces différents sujets.
Chez Ronalpia, on utilise beaucoup l'outil du co-développement. Donc, c'est un outil d'intelligence collective où on va se réunir avec la promo et on va utiliser l'écoute active pour résoudre un petit peu des petits cailloux que chacun a dans la chaussure. Et collectivement, on va vraiment essayer de traiter cette problématique. Et c'est un outil qui est très puissant que je vous invite à utiliser même dans votre vie de tous les jours. Euh, pour notamment souder les collectifs. Ensuite, intégrer un programme d'accompagnement chez Ronalpa, c'est également intégrer une grosse communauté d'entrepreneurs qu'on appelle nous les intrépides. Donc depuis 10 ans, Ronalpia, on a accompagné plus de 500 entreprises sociales à se développer et en création. Et donc, c'est pas du tout pour faire l'éloge des chiffres, c'est juste pour, souvent, on aime bien dire que euh, si vous êtes accompagné par Ronalpia et que vous avez une problématique à un moment T, et ben en fait, il y a quelqu'un qui a déjà eu la même problématique, il y a quelqu'un qui travaille dans un petit peu le même secteur d'activité que vous, on peut vous mettre en relation, ça peut vous aider à pas refaire les mêmes erreurs, à discuter, à des choses comme ça. Donc, c'est quand même très puissant d'avoir une communauté aussi grande à disposition. Enfin, ça donne accès à un accès privilégié à l'écosystème local. Donc ça c'est comme disait tout à l'heure Pauline pour la partage de réseau, les mises en relation, etc. Nous on est impliqué dans tout l'écosystème ESS de chacun de nos territoires et donc c'est intéressant de partager nos contacts, etc. pour les porteurs de projets. Et enfin, ça donne accès à un hébergement pour les personnes qui peuvent pas travailler toujours de chez elles ou on sait que travailler toute la journée chez soi seul, c'est un peu compliqué. Donc, on ouvre nos espaces de coworking sur chacune de nos antennes pour que les gens puissent travailler ensemble et qu'ils aient un espace de travail à disposition. Voilà. Mais il n'y a pas que des temps très formels chez Ronalpia. Il y a des formats qui varient. On met aussi en place des rencontres avec des partenaires du territoire parce que Ronalpia aujourd'hui a tissé des partenariats avec des entreprises qui peuvent donner un soutien à nos porteurs de projets. Donc ça peut prendre différentes formes, mais chez Ronalpia, on aime bien faire par exemple des petits déjeuners où on va inviter des partenaires du territoire pour discuter avec des projets et ça permet de propulser souvent les projets. On aime beaucoup également mettre en place des temps inspirants. Donc, ça peut être des intrépides des autres promos ou des promos des autres années qui viennent témoigner de leur expérience, de leur parcours, de leurs galères, de leur modèle d'entreprise aux nouvelles promos. Et donc, ça permet vraiment on appelle ça les témoignages inspirants. Et donc, c'est puissant et ça permet également de souder encore plus la communauté des intrépides. On a aussi des temps festifs. On fait pas que des temps pour travailler sur le projet, mais on a vraiment à cœur de développer un collectif parce que pendant 9 mois, on va être un groupe et c'est important que les personnes se sentent bien, se sentent libres et à l'aise avec ce collectif. On a notamment une soirée d'envol à la fin des 9 mois du programme en présence de l'écosystème local où les porteurs de projets vont pitcher pour un petit peu montrer leurs avancées pendant ces 9 mois devant les partenaires et la presse notamment. Voilà. Et donc moi, mon rôle tous les jours, c'est d'aider ces personnes à se structurer, à les épauler dans le grand défi que représente l'entrepreneuriat social, les faire se sentir un petit peu moins seuls, plus à même de réaliser leurs projets et d'impacter positivement leur territoire, de faire qu'ils répondent de la meilleure des façons possibles aux besoins du territoire, leur donner des clés pour se structurer, pour se financer et pour mesurer leur impact. Voilà, merci. Et je peux répondre aux questions par la suite également. Merci beaucoup, Mathis, pour cette présentation très claire et détaillée de tout ce que peut offrir un incubateur et les différents programmes d'accompagnement en fonction des besoins que pourrait avoir un porteur de projet. Je vous propose maintenant de passer à un petit temps de questions-réponses. S'il y a des choses voilà, qui n'ont pas été très claires ou des besoins de compléments d'informations, on est à votre disposition. Je vais regarder dans le module de questions-réponses. Je crois qu'il n'y a pas de questions ouvertes, qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont déjà été traitées à l'écrit.
Mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres, c'est l'occasion de les poser maintenant. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que globalement, ça a été plutôt clair, je l'espère. En tout cas, sachez que donc, vous retrouverez tous les outils et ressources dont on a parlé tout à l'heure sur notre site web, disponible au téléchargement gratuitement. La présentation qu'on vous a fait aujourd'hui vous sera transmise prochainement aussi par mail et le replay de ce webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez à tout moment. Ah, je vois qu'il y a 2 questions qui sont arrivées. Euh, Alors, je pense qu'elle s'adresse plutôt à Mathis. Donc Mathis, on a une question sur quand on est donc d'Agnès, quand on est en phase de réflexion premier pas, le premier pas serait d'aller vers la crèche ou plutôt un incubateur. Est-ce que Mathis, tu souhaites répondre à cette question? Oui. Alors, est-ce qu'il faudrait aller vers la CRES tout d'abord ou un incubateur? J'ai envie de dire, tout dépend de vos besoins. La CRES, c'est vraiment un centre ressources sur les questions d'économie sociale et solidaire. Donc, si vous avez des questions vraiment sur ce sujet à poser, sur comment ça fonctionne, etc., ça peut être intéressant d'aller vers la CRES. Après, si vous portez vraiment un projet de création, je vous conseille d'aller directement euh, vers un incubateur, une structure d'accompagnement qui pourra vous diriger. Souvent, nous, on dirige vers la CRES, notamment, par exemple, pour des agréments ESUS ou des choses comme ça, pour la rédaction de statuts. On va rediriger les porteurs de projets vers la CRES. Voilà, tout dépend. Si vous avez vraiment un besoin d'accompagnement pour un projet en création, je vous inviterai à aller vers une structure d'accompagnement directement. Mais c'est complémentaire avec ce que fait la Chambre régionale de l'ESS, dans le sens où il donne beaucoup d'infos sur l'économie sociale et solidaire, etc. Et nous, on accompagne des projets de l'ESS. Donc, pour moi, c'est 2 choses qui vont l'une avec l'autre. Mais c'est aussi notre rôle, une fois que vous rentrez dans un accompagnement, de vous donner les contacts des interlocuteurs. Et de vous dire que justement, quand on travaille dans l'ESS, il faut aller voir la CRES. Voilà. Super, merci Mathis. Et on a une deuxième question pour toi qui est de Eddy Bouquillon. À quel moment du projet solliciter un business angel? Est-ce que tu as une idée? Alors oui, un business angel, bah déjà, il faut que le projet soit structuré. Il faut que le pitch soit quand même averti. Donc pour moi, c'est une étape après. Je dirais que je le positionnerai. On a une idée. On commence à se faire accompagner. Nous, c'est 9 mois d'accompagnement, par exemple, chez Ronalpia. C'est vers la fin ou selon son stade d'avancement, mais c'est plus la deuxième partie d'aller pitcher notamment devant les business angels, selon moi. Super, merci. Merci Mathis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réouvre la boîte de dialogue. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Il y a une question, pardon, je te coupe, Ah, Pauline, dans bien le sûr. chat Ah oui. sur le coût du type d'accompagnement, même si tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il est pris en charge? Voilà, où est-ce que c'est la charge du porteur de projet? Donc, pareil, je voulais peut-être répondre croisé. Enfin, Mathis, peut-être donner l'exemple chez Ronalpia de comment ça se passe. Oui, donc du coup, comme je le disais, tous les accompagnements chez Ronalpia, ils sont gratuits pour le porteur de projet. On aime bien préciser ça parce que du coup, il y a des personnes qui sont en charge de trouver des financements, que ce soit public ou privé, dans l'association. Mais il n'y a aucun coût chez Ronalpia, du moins pour le porteur de projet, pour nos bénéficiaires directement. Mais c'est pas pour ça que c'est gratuit pour tout le monde, comme tout. Voilà. Et peut-être du coup pour compléter, Pauline l'a dit tout à l'heure, mais en effet, les acteurs qui sont listés dans l'annuaire dont vous avez le lien dans le chat cherchent justement à rendre l'accompagnement gratuit pour les porteurs de projets. Donc c'est le cas vraiment dans, je pense, 90% des structures. Parfois, il y a un petit reste à charge qui peut être une adhésion, par exemple, à l'association. Mais en tout cas, c'est quand même le cas dans 90-95% des cas. C'est précisé en tout cas généralement justement sur l'annuaire que vous avez trouvé dans le chat.
Merci pour ces précisions, Louise. Euh, Eh bien, je regarde, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je tiens à remercier en particulier les différents intervenants et intervenantes, donc Isabelle, Mathis, pour vos interventions très riches qui ont permis de vraiment illustrer ce que c'est que de lancer un projet dans l'ESS l'intérêt de se faire accompagner. Sachez que, donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver toutes les ressources que nous avons présentées sur notre site et nous avons aussi un catalogue pour se repérer et se retrouver parmi toutes ces ressources que nous avons produites, qui est téléchargeable sur notre site donc avis.org. Je regarde, j'ai l'impression. Ah, je me permets de revenir sur le module de questions-réponses. Il y a une question de Simon Garde. Si on se pose la question de devenir accompagnateur, où puis-je me diriger? Donc, je pense que Mathis, tu pourras peut-être répondre à cette question. Si, pour bien comprendre ta question, si tu veux devenir accompagnateur comme moi, dans le sens chargé d'accompagnement d'une structure, ou Ou accompagnateur, accompagné. par exemple, dans l'accompagnement individuel stratégique qu'on met en place chez Ronalpia notamment, ou dans d'autres structures d'accompagnement, parce que du coup, il y a aussi des personnes qui font des prestations d'accompagnement pour les porteurs de projets, dont les 18 heures d'accompagnement individuel que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, pour bien comprendre la question, si c'est vraiment de, Mm, de l'accompagnement individuel ou vraiment un métier de chargé un d'accompagnement. métier. Mm. Si c'est possible, Simon, de préciser ta question. Ok. Donc, plutôt en tant que métier, Mathis, accompagnateur dans d'autres structures. Donc, on parle plutôt du métier. En tant que métier, eh ben, je sais pas vraiment quoi répondre. Regarder les offres d'emploi des différentes structures d'accompagnement. Euh, Est-ce que tu peux relire la question, Pauline? C'est plus sur les qualités qu'il faut avoir ou si Non, vraiment en comment fait, faire? c'est comment s'orienter pour en fait devenir accompagnateur, vers qui se tourner Ok. pour voilà pour trouver des structures qui recherchent des accompagnateurs. Voilà. Et ben du coup déjà ce que tu peux faire, c'est regarder la slide avec toutes les structures d'accompagnement qui existent en France, celle qui est mise en place par la VISE notamment, et contacter toutes ces structures, voir s'ils ont des offres d'emploi qui sont disponibles et les contacter et leur demander s'ils ont des postes qui s'ouvrent, mettre en avant tes compétences comme pour tout emploi, montrer ta motivation, tout ce que tu peux apporter à une structure, et voilà. Et je dirais que ça, c'est un petit peu comme tout emploi. Ça se fait naturellement en fonction de tes envies, mais en tout cas, si toi, c'est quelque chose dont tu as envie, je t'invite à te rapprocher des structures, de toutes les structures d'accompagnement qui ont été présentées aujourd'hui notamment. Et on a souvent des boîtes contacts ou des choses comme ça, ou sur les sites internet, les offres d'emploi de chaque structure.